Bonjour et bienvenue dans la méthode Politzer. Vous vous apprêtez à écouter une lecture de la première grande partie de Principes élémentaires de philosophie par Georges Politzer. Si vous tombez par hasard sur cet épisode, qui est le premier de la lecture de l'œuvre, je vous recommande tout de même d'aller écouter l'épisode 0, dédié à la biographie de Politzer et au contexte de cet ouvrage. Vous trouverez en description les questions de contrôle posées par Politzer à ses élèves. Je vous invite à y répondre après l'écoute de l'épisode. Je vous remercie pour votre patience, nous pouvons commencer la lecture. Première partie donc, les problèmes philosophiques. Introduction. Grand 1. Pourquoi devons-nous étudier la philosophie ? Nous nous proposons au cours de cet ouvrage de présenter et d'expliquer les principes élémentaires de la philosophie matérialiste. Pourquoi ? Parce que le matérialisme est intimement lié à une philosophie et à une méthode, celle du matérialisme dialectique. Il est donc indispensable d'étudier cette philosophie et cette méthode pour bien comprendre le marxisme et pour réfuter les arguments des théories bourgeoises autant que pour entreprendre une lutte politique efficace. En effet, Lénine a dit « Sans théorie révolutionnaire, pas de mouvement révolutionnaire ». Cela veut dire tout d'abord, il faut lier la théorie à la pratique. Qu'est-ce que la pratique ? C'est le fait de réaliser. Par exemple, l'industrie et l'agriculture réalisent, c'est-à-dire font passer dans la réalité, certaines théories. Théorie chimique, physique, biologique. Qu'est-ce que la théorie ? C'est la connaissance des choses que nous voulons réaliser. On peut n'être que pratique, mais alors on réalise par routine. On peut n'être que théorique, mais alors ce que l'on conçoit est souvent irréalisable. Il faut donc qu'il y ait liaison entre la théorie et la pratique. Toute la connaissance est de savoir quelle doit être cette théorie et quelle doit être sa liaison avec la pratique. Nous pensons qu'il faut aux militants ouvriers une méthode d'analyse et de raisonnement juste pour pouvoir réaliser une action révolutionnaire juste. Qu'il lui faut une méthode qui ne soit pas un dogme lui donnant des solutions toutes faites, mais une méthode qui tienne compte des faits et des circonstances qui ne sont jamais les mêmes. Une méthode qui ne sépare jamais la théorie de la pratique, le raisonnement, de la vie. Or cette méthode est contenue dans la philosophie du matérialisme dialectique, base du marxisme, que nous nous proposons d'expliquer. Grand 2. L'étude de la philosophie est-elle une chose difficile ? On pense généralement que l'étude de la philosophie est pour les ouvriers une chose pleine de difficultés, nécessitant des connaissances spéciales. Il faut avouer que la façon dont sont rédigés les manuels bourgeois est bien faite pour les confirmer dans ces idées et ne peut que les rebuter. Nous ne songeons pas à nier les difficultés que comporte l'étude en général, et celle de la philosophie en particulier. Mais ces difficultés sont parfaitement surmontables, et elles viennent surtout du fait qu'il s'agit de choses nouvelles pour beaucoup de nos lecteurs. Dès le début, nous allons d'ailleurs, en précisant les choses, les appeler à revoir certaines définitions de mots qui sont faussées dans le langage courant. Grand 3. Qu'est-ce que la philosophie ? Vulgairement, on entend par philosophe, ou bien celui qui vit dans les nuages, ou bien celui qui prend les choses par le bon côté, celui qui ne s'en fait pas. Or, tout au contraire, le philosophe est celui qui veut, à certaines questions, apporter des réponses précises et, si on considère que la philosophie veut donner une explication aux problèmes de l'univers, d'où vient le monde, où allons-nous, etc., on voit par conséquent que le philosophe s'occupe de beaucoup de choses et à l'inverse de ce que l'on dit, s'en fait beaucoup. Nous dirons donc pour définir la philosophie qu'elle veut expliquer l'univers, la nature, qu'elle est l'étude des problèmes les plus généraux. Les problèmes moins généraux sont étudiés par les sciences, la philosophie est donc un prolongement des sciences en ce sens qu'elle repose sur les sciences et dépend d'elles. Nous ajoutons tout de suite que la philosophie marxiste apporte une méthode de résolution de tous les problèmes, et que cette méthode relève de ce qu'on appelle le matérialisme. Grand 4. Qu'est-ce que la philosophie matérialiste ? Là encore existe une confusion que nous devons immédiatement dénoncer. Vulgairement, on entend par matérialisme celui qui ne pense qu'à jouir des plaisirs matériels. Jouant sur le mot matérialisme qui contient le mot matière, on est ainsi arrivé à lui donner un sens tout à fait faux. Nous allons, en étudiant le matérialisme au sens scientifique du mot, lui redonner sa véritable signification. Être matérialiste n'empêchant pas, nous allons le voir, d'avoir un idéal et de combattre pour le faire triompher. Nous avons dit que la philosophie veut donner une explication aux problèmes les plus généraux du monde, mais au cours de l'histoire de l'humanité, cette explication n'a pas toujours été la même. Les premiers hommes cherchèrent bien à expliquer la nature, le monde, mais ils n'y parvinrent pas. Ce qui permit en effet d'expliquer le monde et les phénomènes qui nous entourent, ce sont les sciences. Or, les découvertes qui ont permis aux sciences de progresser sont très récentes. L'ignorance des premiers hommes était donc un obstacle à leur recherche. C'est pourquoi, au cours de l'histoire, à cause de cette ignorance, nous voyons surgir les religions, qui veulent expliquer, elles aussi, le monde, mais par des forces surnaturelles. C'est là une explication anti-scientifique. Or, comme, petit à petit, au cours des siècles, la science va se développer, les hommes vont essayer d'expliquer le monde par les faits matériels à partir d'expériences scientifiques, et c'est de là, de cette volonté d'expliquer les choses par les sciences, que naît la philosophie matérialiste.
Nous allons, dans les pages suivantes, étudier ce qu'est le matérialisme, mais dès maintenant nous devons retenir que le matérialisme n'est rien d'autre que l'explication scientifique de l'univers. En étudiant l'histoire de la philosophie matérialiste, nous verrons combien a été âpre et difficile la lutte contre l'ignorance. Il faut d'ailleurs constater que de nos jours cette lutte n'est pas encore terminée, puisque le matérialisme et l'ignorance continuent à subsister ensemble côte à côte. C'est au cœur de cette lutte que Marx et Engels se sont intervenus. Comprenant l'importance des grandes découvertes du XIXe siècle, ils ont permis à la philosophie matérialiste de faire d'énormes progrès dans l'explication scientifique de l'univers. C'est ainsi qu'est né le matérialisme dialectique. Puis, les premiers, ils ont compris que les lois qui régissent le monde permettent aussi d'expliquer la marche des sociétés. Ils ont formulé ainsi la célèbre théorie du matérialisme historique. Nous nous proposons d'étudier dans cet ouvrage premièrement le matérialisme, puis le matérialisme dialectique, et enfin le matérialisme historique. Mais avant tout, nous voulons établir les rapports entre le matérialisme et le marxisme. Grand 5. Quels sont les rapports entre le matérialisme et le marxisme ? Nous pouvons les résumer de la façon suivante. Premièrement, la philosophie du matérialisme constitue la base du marxisme. Deuxièmement, cette philosophie matérialiste qui veut apporter une explication scientifique aux problèmes du monde progresse au cours de l'histoire en même temps que les sciences. Par conséquent, le marxisme est issu des sciences, repose sur elles et évolue avec elles. Troisièmement, avant Marx et Engels, il y eut à plusieurs reprises et sous des formes différentes des philosophies matérialistes. Mais au XIXe siècle, les sciences faisant un grand pas en avant, Marx et Engels ont renouvelé ce matérialisme ancien à partir des sciences modernes et nous ont donné le matérialisme moderne que l'on appelle matérialisme dialectique et qui constitue la base du marxisme. Nous voyons par ces quelques explications que la philosophie du matérialisme, contrairement à ce que l'on dit, a une histoire. Cette histoire est intimement liée à l'histoire des sciences. Le marxisme basé sur le matérialisme n'est pas sorti du cerveau d'un seul homme, il est l'aboutissement, la continuation du matérialisme ancien qui était déjà très avancé chez Diderot. Le marxisme, c'est l'épanouissement du matérialisme développé par les encyclopédistes du XVIIIe siècle, enrichi par les grandes découvertes du XIXe siècle. Le marxisme est une théorie vivante et, pour montrer tout de suite de quelle façon il envisage les problèmes, nous allons prendre un exemple que tout le monde connaît, le problème de la lutte des classes. Que pensent les gens sur cette question ? Les uns pensent que la défense du pain dispense de la lutte politique. D'autres pensent qu'il suffit de faire le coup de poing dans la rue, niant la nécessité de l'organisation. D'autres encore prétendent que seule la lutte politique apportera une solution à cette question. Pour le marxiste, la lutte des classes comprend, premièrement, une lutte économique, deuxièmement, une lutte politique, troisièmement, une lutte idéologique. Le problème doit donc être posé simultanément sur ces trois terrains. D'abord, on ne peut pas lutter pour le pain sans lutter pour la paix, sans défendre la liberté et sans défendre toutes les idées qui servent la lutte pour ses objectifs. Ensuite, il en est de même dans la lutte politique qui, depuis Marx, est devenue une véritable science. On est obligé de tenir compte à la fois de la situation économique et des courants idéologiques pour mener une telle lutte. Enfin, quant à la lutte idéologique, qui se manifeste par la propagande, on doit tenir compte, pour qu'elle soit efficace, de la situation économique et politique. Nous voyons donc que tous ces problèmes sont intimement liés, et, ainsi, que l'on ne peut prendre de décision devant n'importe quel aspect de ce grand problème qu'est la lutte des classes, dans une grève par exemple, sans prendre en considération chaque donnée du problème et l'ensemble du problème lui-même. C'est donc celui qui sera capable de lutter sur tous les terrains qui donnera au mouvement la meilleure direction. C'est ainsi qu'un marxiste comprend ce problème de la lutte des classes. Or, dans la lutte idéologique que nous devons mener tous les jours, nous nous trouvons devant des problèmes difficiles à résoudre. Immortalité de l'âme, existence de Dieu, origine du monde. C'est le matérialisme dialectique qui nous donnera une méthode de raisonnement qui nous permettra de résoudre tous ces problèmes et, aussi bien, de dévoiler toutes les campagnes de falsification du marxisme qui prétendent le compléter et le renouveler. Grand 6. Campagne de la bourgeoisie contre le marxisme. Ces tentatives de falsification s'appuient sur des bases très variées. On cherche à dresser contre le marxisme les auteurs socialistes de la période pré-marxiste, avant Marx. C'est ainsi que l'on voit très souvent utiliser contre Marx les utopistes. D'autres utilisent Proudhon, d'autres puisent chez les révisionnistes d'avant 1914, pourtant magistralement réfutés par Lénine. Mais ce qu'il faut surtout souligner, c'est la campagne de silence que fait la bourgeoisie contre le marxisme. Elle a tout fait en particulier pour empêcher que soit connue la philosophie matérialiste sous la forme marxiste. Particulièrement frappant à cet égard est l'ensemble de l'enseignement philosophique tel qu'il est donné en France. Dans les établissements d'enseignement secondaire, on enseigne la philosophie. Mais on peut suivre tout cet enseignement sans jamais apprendre qu'il existe une philosophie matérialiste élaborée par Marx et Engels. Quand, dans les manuels de philosophie, on parle de matérialisme, car il faut bien en parler, il est toujours question de marxisme et du matérialisme d'une façon séparée. On présente le marxisme en général uniquement comme une doctrine politique,
Et quand on parle du matérialisme historique, on ne parle pas à ce propos de la philosophie du matérialisme. Enfin, on ignore tout du matérialisme dialectique. Cette situation n'existe pas seulement dans les écoles et dans les lycées, elle est exactement la même dans les universités. Le fait le plus caractéristique, c'est que l'on peut être en France un spécialiste de la philosophie, muni des diplômes les plus élevés que délivrent les universités françaises, sans savoir que le marxisme a une philosophie, qui est le matérialisme, et sans savoir que le matérialisme traditionnel a une forme moderne, qui est le marxisme ou matérialisme dialectique. Nous voulons, nous, démontrer que le marxisme comporte une conception générale non seulement de la société, mais encore de l'univers lui-même. Il est donc inutile, contrairement à ce que prétendent certains, de regretter que le grand défaut du marxisme soit son manque de philosophie, et de vouloir, comme quelques théoriciens du mouvement ouvrier, aller à la recherche de cette philosophie qui manque au marxisme, car le marxisme a une philosophie, qui est le matérialisme dialectique. Il n'en reste pas moins, d'ailleurs, que, malgré cette campagne du silence, malgré toutes les falsifications et précautions prises par les classes dirigeantes, le marxisme et sa philosophie commencent à être de plus en plus connus. Chapitre 1er. Le problème fondamental de la philosophie. Grand 1. Comment devons-nous commencer l'étude de la philosophie ? Dans notre introduction, nous avons dit à plusieurs reprises que la philosophie du matérialisme dialectique était la base du marxisme. Le but que nous nous proposons, c'est l'étude de cette philosophie. Mais pour arriver à ce but, il nous faut avancer par étapes. Quand nous parlons du matérialisme dialectique, nous avons devant nous deux mots, matérialisme et dialectique. Ce qui veut dire que le matérialisme est dialectique. Nous savons qu'avant Marx et Engels, le matérialisme existait déjà, mais que ce sont eux, à l'aide des découvertes du XIXe siècle, qui ont transformé ce matérialisme et ont créé le matérialisme dialectique. Nous examinerons plus tard le sens du mot dialectique, qui désigne la forme moderne du matérialisme. Mais puisque, avant Marx et Engels, il y a eu des philosophes matérialistes, par exemple Diderot au XVIIIe siècle, et puisqu'il y a des points communs à tous les matérialistes, il nous faut donc étudier l'histoire du matérialisme avant d'aborder le matérialisme dialectique. Il nous faut connaître également les conceptions que l'on oppose au matérialisme. Grand 2. Deux façons d'expliquer le monde. Nous avons vu que la philosophie, c'est l'étude des problèmes les plus généraux, et qu'elle a pour but d'expliquer le monde, la nature, l'homme. Si nous ouvrons un manuel de philosophie bourgeoise, nous sommes effarés par la multitude de philosophies diverses que l'on y trouve. Elles sont désignées par de multiples mots plus ou moins compliqués se terminant en isme, le criticisme, l'évolutionnisme, l'intellectualisme, etc. Et cette multitude crée la confusion. La bourgeoisie d'ailleurs n'a rien fait pour éclaircir la situation, bien au contraire. Mais nous pouvons déjà trier tous ces systèmes et distinguer deux grands courants, deux conceptions nettement opposées. D'abord la conception scientifique, deuxièmement la conception non scientifique du monde. Grand 3, la matière et l'esprit. Lorsque les philosophes ont entrepris d'expliquer la nature, le monde, l'homme, tout ce qui nous entoure enfin, ils ont été appelés à faire des distinctions. Nous constatons nous-mêmes qu'il y a des choses, des objets qui sont matériels, que nous voyons et que nous touchons, puis d'autres réalités que nous ne voyons pas, et que nous ne pouvons pas toucher ni mesurer, comme nos idées. Nous classons donc ainsi les choses, d'une part celles qui sont matérielles, d'autre part celles qui ne sont pas matérielles, et qui sont du domaine de l'esprit, de la pensée, des idées. C'est ainsi que les philosophes se sont trouvés en présence de la matière et de l'esprit. Grand 4, qu'est-ce que la matière, qu'est-ce que l'esprit ? Nous venons de voir d'une façon générale comment on a été amené à classer les choses suivant qu'elles sont matière ou esprit. Mais nous devons préciser que cette distinction se fait sous différentes formes et avec des mots différents. C'est ainsi qu'au lieu de parler de l'esprit, nous parlons aussi bien de la pensée, de nos idées, de notre conscience, de l'âme, de même qu'en parlant de la nature, du monde, de la terre, de l'être, c'est de la matière qu'il s'agit. Ainsi, lorsque Engels, dans son livre Ludwig Feuerbach et la fin de la philosophie classique allemande, parle de l'être et de la pensée, l'être c'est la matière, la pensée c'est l'esprit. Pour définir ce qu'est la pensée ou l'esprit, et l'être ou la matière, nous dirons la pensée c'est l'idée que nous nous faisons des choses, certaines de ces idées nous viennent ordinairement de nos sensations et correspondent à des objets matériels, d'autres idées, comme celles de Dieu, de la philosophie, de l'infini, de la pensée elle-même, ne correspondent pas à des objets matériels. L'essentiel que nous devons retenir ici, c'est que nous avons des idées, des pensées, des sentiments, parce que nous voyons et que nous sentons. La matière ou l'être, c'est ce que nos sensations et nos perceptions nous montrent et nous présentent. C'est, d'une manière générale, tout ce qui nous entoure, ce qu'on appelle le monde extérieur. Exemple, ma feuille de papier est blanche. Savoir qu'elle est blanche, c'est une idée, et ce sont mes sens qui me donnent cette idée. Mais la matière, c'est la feuille elle-même. C'est pourquoi lorsque les philosophes parlent des rapports entre l'être et la pensée, ou entre l'esprit et la matière, ou entre la conscience et le cerveau, etc., tout cela concerne la même question et signifie quel est, de la matière ou de l'esprit, de l'être ou de la pensée, le terme le plus important. Quel est celui qui est antérieur à l'autre ? Telle est la question fondamentale de la philosophie.
Grand 5, la question ou le problème fondamental de la philosophie. Chacun de nous s'est demandé ce que nous devenions après la mort, d'où vient le monde, comment la Terre s'est formée. Et il nous est difficile d'admettre qu'il a toujours existé quelque chose. On a tendance à penser qu'à un certain point, il n'y avait rien. C'est pourquoi il est plus facile de croire ce qu'enseigne la religion. L'esprit planait au-dessus des ténèbres, puis est venue la matière. De même, on se demande où sont nos pensées, et ainsi se pose pour nous le problème des rapports qui existent entre l'esprit et la matière, entre le cerveau et la pensée. Il y a d'ailleurs bien d'autres façons de poser la question. Par exemple, quels sont les rapports entre la volonté et le pouvoir? La volonté, c'est ici l'esprit, la pensée. Et le pouvoir, c'est ce qui est possible, c'est l'être, la matière. Nous rencontrons ainsi souvent la question des rapports entre la conscience sociale et l'existence sociale. La question fondamentale de la philosophie se présente donc sous différents aspects, et l'on voit combien il est important de reconnaître toujours la façon dont se pose ce problème des rapports de la matière et de l'esprit, car nous savons qu'il ne peut y avoir que deux réponses à cette question, une réponse scientifique et une réponse non scientifique. Grand 6, idéalisme ou matérialisme. C'est ainsi que les philosophes ont été amenés à prendre position dans cette importante question. Les premiers hommes, tout à fait ignorants, n'ayant aucune connaissance du monde et d'eux-mêmes, et ne disposant que de faibles moyens techniques pour agir sur ce monde, attribuaient à des êtres surnaturels la responsabilité de tout ce qui les étonnait. Dans leur imagination, excités par les rêves où ils voyaient vivre leurs congénères et eux-mêmes, ils arrivèrent à cette conception que chacun de nous avait une double existence. Troublés par l'idée de ce double, ils en arrivèrent à se figurer que leurs pensées et leurs sensations étaient produites non pas par leur propre corps, mais par une âme particulière, habitant dans ce corps et le quittant au moment de la mort. Par la suite est née cette idée de l'immortalité de l'âme et d'une vie possible de l'esprit en dehors de la matière. De même leur faiblesse, leur inquiétude devant les forces de la nature, devant tous ces phénomènes qu'ils ne comprenaient pas et que l'état de la technique ne permettait pas de contrôler. Leur inquiétude les conduit à supposer que derrière ces forces, il y a des êtres tout-puissants, des esprits ou des dieux, bienfaisants ou malfaisants, mais en tout cas capricieux. De même, ils croyaient à des dieux, à des êtres plus puissants que les hommes, mais ils les imaginaient sous la forme d'hommes ou d'animaux, comme des corps matériels. C'est seulement plus tard que les âmes et les dieux, puis le Dieu unique qui a remplacé les dieux, furent conçus comme de purs esprits. On arriva alors à l'idée qu'il y a dans la réalité des esprits qui ont une vie tout à fait spécifique, complètement indépendante de celle des corps, et qui n'ont pas besoin des corps pour exister. Par la suite, cette question s'est posée d'une façon plus précise en fonction de la religion, sous cette forme. Le monde a-t-il été créé par Dieu, ou existe-t-il de toute éternité? Selon qu'ils répondaient de telle ou telle façon à cette question, les philosophes se divisaient en deux grands camps. Ceux qui, adoptant l'explication non scientifique, admettaient la création du monde par Dieu, c'est-à-dire affirmaient que l'esprit avait créé la matière, cela formait le camp de l'idéalisme. Les autres, ceux qui cherchaient à donner une explication scientifique du monde et qui pensaient que la nature, la matière, était l'élément principal, cela appartenait aux différentes écoles du matérialisme. À l'origine, ces deux expressions, idéalisme et matérialisme, ne signifient pas autre chose que cela. L'idéalisme et le matérialisme sont donc deux réponses opposées et contradictoires au problème fondamental de la philosophie. L'idéalisme, c'est la conception non scientifique, le matérialisme, c'est la conception scientifique du monde. On verra plus loin les preuves de cette affirmation, mais nous pouvons dire dès à présent que si on constate bien dans l'expérience qu'il y a des corps sans pensée comme les pierres, les métaux, la terre, on ne constate jamais par contre l'existence d'un esprit sans corps. Pour terminer ce chapitre sur une conclusion sans équivoque, nous voyons que pour répondre à cette question, comment se fait-il que l'homme pense, il ne peut y avoir que deux réponses tout à fait différentes et totalement opposées. Première réponse, l'homme pense parce qu'il a une âme. Deuxième réponse, l'homme pense parce qu'il a un cerveau. Suivant que nous ferons l'une ou l'autre réponse, nous serons entraînés à donner des solutions différentes aux problèmes qui découlent de cette question. Suivant notre réponse, nous serons idéalistes ou matérialistes. Chapitre 2, l'idéalisme. Grand 1, idéalisme moral et idéalisme philosophique. Nous avons dénoncé la confusion créée par le langage courant en ce qui concerne le matérialisme. La même confusion se retrouve à propos de l'idéalisme. Il ne faut pas confondre, en effet, l'idéalisme moral et l'idéalisme philosophique. L'idéalisme moral consiste à se dévouer à une cause, à un idéal. L'histoire du mouvement ouvrier international nous apprend qu'un nombre incalculable de révolutionnaires, de marxistes, se sont dévoués jusqu'au sacrifice de leur vie pour un idéal moral. Et pourtant ils étaient les adversaires de cet autre idéalisme qu'on appelle idéalisme philosophique. L'idéalisme philosophique est une doctrine qui a pour base l'explication du monde par l'esprit. C'est la doctrine qui répond à la question fondamentale de la philosophie en disant « c'est la pensée qui est l'élément principal, le plus important, le premier ». Et l'idéalisme, en affirmant l'importance première de la pensée, affirme que c'est elle qui produit l'être ou, autrement dit, que c'est l'esprit qui produit la matière. Telle est la première forme de l'idéalisme.
Elle a trouvé son plein développement dans les religions en affirmant que Dieu, esprit pur, était le créateur de la matière. La religion, qui a prétendu et prétend encore être en dehors des discussions philosophiques, est, en réalité, au contraire, la représentation directe et logique de la philosophie idéaliste. Or, la science intervenant au cours des siècles, il devient bientôt nécessaire d'expliquer la matière, le monde, les choses, autrement que par Dieu seulement. Car dès le XVIe siècle, la science commence à expliquer les phénomènes de la nature sans tenir compte de Dieu, et en se passant de l'hypothèse de la création. Pour mieux combattre ces explications scientifiques, matérialistes et athées, il fallut donc pousser plus loin l'idéalisme et nier l'existence même de la matière. C'est à quoi s'est attaché, au début du XVIIIe siècle, un évêque anglais, Berkeley, qu'on a pu appeler le père de l'idéalisme. Grand 2. Pourquoi devons-nous étudier l'idéalisme de Berkeley ? Le but de son système philosophique sera donc de détruire le matérialisme, d'essayer de nous démontrer que la substance matérielle n'existe pas. Il écrit dans la préface de son livre Dialogue d'Hylas et de Philonous : Si ces principes sont acceptés et regardés comme vrais, il s'ensuit que l'athéisme et le scepticisme sont, du même coup, complètement abattus, les questions obscures éclaircies, des difficultés presque insolubles résolues, et les hommes qui se plaisaient au paradoxe ramenés au sens commun. Ainsi donc, pour Berkeley, ce qui est vrai, c'est que la matière n'existe pas et qu'il est paradoxal de prétendre le contraire. Nous allons voir comment il s'y prend pour nous démontrer cela. Mais je pense qu'il n'est pas inutile d'insister pour que ceux qui veulent étudier la philosophie prennent la théorie de Berkeley en très grande considération. Je sais bien que les thèses de Berkeley feront sourire certains, mais il ne faut pas oublier que nous vivons, nous, au XXe siècle et que nous bénéficions de toutes les études du passé. Et nous verrons d'ailleurs, quand nous étudierons le matérialisme et son histoire, que les philosophes matérialistes d'autrefois font aussi parfois sourire. Il faut pourtant savoir que Diderot, qui fut avant Marx et Engels le plus grand des penseurs matérialistes, attachait au système de Berkeley quelque importance puisqu'il le décrit comme un système qui, à la honte de l'esprit humain et de la philosophie, est le plus difficile à combattre, quoique le plus absurde de tous. Lénine lui-même a consacré de nombreuses pages à la philosophie de Berkeley et il écrit : Les philosophes idéalistes les plus modernes n'ont produit contre les matérialistes aucun argument que l'on puisse trouver chez l'évêque Berkeley. Enfin, voici l'appréciation sur l'immatérialisme de Berkeley que donne un manuel d'histoire de la philosophie utilisé dans les lycées. Théorie encore imparfaite sans doute, mais admirable et qui doit détruire pour jamais dans les esprits philosophiques la croyance à l'existence d'une substance matérielle. C'est-à-dire l'importance pour tout le monde, bien que pour des raisons différentes, comme ces citations vous le montraient, de ce raisonnement philosophique. Grand 3. L'idéalisme de Berkeley. Le but de ce système consiste donc à démontrer que la matière n'existe pas. Berkeley disait : La matière n'est pas ce que nous croyons en pensant qu'elle existe en dehors de notre esprit. Nous pensons que les choses existent parce que nous les voyons, parce que nous les touchons. C'est parce qu'elles nous donnent ces sensations que nous croyons à leur existence. Pour Berkeley, les choses existent. Il ne nie pas leur nature et leur existence, mais il affirme qu'elles n'existent que sous la forme de sensations qui nous les font connaître et conclut que nos sensations et les objets ne sont qu'une seule et même chose. Les choses existent, c'est certain, mais en nous, dit-il, dans notre esprit, et elles n'ont aucune réalité en dehors de l'esprit. Nous concevons les choses à l'aide de la vue, nous les percevons à l'aide du toucher, l'odorat nous renseigne sur l'odeur, la saveur sur le goût, l'ouïe sur les sons. Ces différentes sensations nous donnent des idées qui, combinées les unes avec les autres, font que nous leur donnons un nom commun et les considérons comme des objets. On observe par exemple une couleur, un goût, une odeur, une forme, une consistance déterminée. On reconnaît cet ensemble comme un objet qu'on désigne du mot « pomme ». D'autres combinaisons de sensations nous donnent D'autres collections d'idées constituent ce que l'on appelle la pierre, l'arbre, le livre et les autres objets sensibles. Nous sommes donc victimes d'illusions quand nous pensons connaître comme extérieur le monde et les choses puisque tout cela n'existe que dans notre esprit. Dans son livre Dialogue d'Hylas et de Philonous, Berkeley nous démontre cette thèse de la façon suivante. N'est-ce pas une absurdité que de croire qu'une même chose, au même moment, puisse être différente ? Par exemple, chaude et froide au même instant. Imaginez donc qu'une de vos mains soit chaude, l'autre froide, et que toutes deux soient plongées en même temps dans un vase plein d'eau à une température intermédiaire. L'eau ne paraîtra-t-elle pas chaude à une main et froide à l'autre ? Puisqu'il est absurde de croire qu'une chose au même moment puisse être en elle-même différente, nous devons en conclure que cette chose n'existe que dans notre esprit. Que fait donc Berkeley dans sa méthode de raisonnement et de discussion ? Il dépouille les objets, les choses, de toutes leurs propriétés. Vous dites que ce tissu est léger. Laissez-le donc tomber sur une fourmi et elle le trouvera certainement lourd. Qui a donc raison ? Vous pensez qu'il est chaud ? Si vous avez la fièvre, vous le trouverez froid. Alors est-il chaud ou froid ? En un mot, si les mêmes choses peuvent être au même instant pour les uns rouges, lourdes, chaudes, et pour les autres exactement le contraire, c'est que nous sommes victimes d'illusions et que les choses n'existent que dans notre esprit.
En enlevant toutes leurs propriétés aux objets, on en arrive ainsi à dire que ceux-ci n'existent que dans notre pensée, c'est-à-dire que la matière est une idée. Déjà avant Berkeley, les philosophes grecs disaient, et cela était juste, que certaines qualités comme la saveur, le son, n'étaient pas dans les choses elles-mêmes, mais en nous. Mais ce qu'il y a de nouveau dans la théorie de Berkeley, c'est justement qu'il étend cette remarque à toutes les qualités des objets. Les philosophes grecs avaient en effet établi entre les qualités des choses la distinction suivante. D'une part les qualités premières, c'est-à-dire celles qui sont dans les objets comme le poids, la grandeur, la résistance. De l'autre les qualités secondes, c'est-à-dire celles qui sont en nous, comme l'odeur, la saveur, la chaleur. Or, Berkeley applique aux qualités premières la même thèse qu'aux qualités secondes, à savoir que toutes les qualités, toutes les propriétés ne sont pas dans les objets, mais en nous. Si nous regardons le soleil, nous le voyons rond, plat, rouge. La science nous apprend que nous nous trompons, que le soleil n'est pas plat, n'est pas rouge. Nous ferons donc l'abstraction, avec l'aide de la science, de certaines fausses propriétés que nous donnons au soleil, mais sans pour cela conclure qu'il n'existe pas. C'est pourtant à une telle conclusion que Berkeley aboutit. Berkeley n'a certes pas eu tort en montrant que la distinction des anciens ne résistait pas à l'analyse scientifique, mais il commet une faute de raisonnement, un sophisme, en tirant de ses remarques des conséquences qu'elles ne comportent pas. Il montre en effet que les qualités des choses ne sont pas telles que nous les montrent nos sens, c'est-à-dire que nos sens nous trompent et déforment la réalité matérielle. Il en conclut tout aussitôt que la réalité matérielle n'existe pas. Grand 4. Conséquences des raisonnements idéalistes. La thèse étant, tout n'existe que dans notre esprit, on doit en conclure que le monde extérieur n'existe pas. En poussant ce raisonnement jusqu'au bout, nous en arriverions à dire « je suis seul à exister », puisque je ne connais les autres hommes que par mes idées, que les autres hommes ne sont pour moi comme les objets matériels que des collections d'idées. C'est ce qu'en philosophie, on appelle le solipsisme, c'est-à-dire seul soi-même. Berkeley, nous dit Lénine, se défend d'instinct contre l'accusation de soutenir une telle théorie. On constate même que le solipsisme, forme extrême de l'idéalisme, n'a été soutenu par aucun philosophe. C'est pourquoi nous devons nous attacher, en discutant avec les idéalistes, à faire ressortir que les raisonnements qui nient effectivement la matière pour être logiques et conséquents doivent en arriver à cette extrémité absurde qu'est le solipsisme. Grand 5. Les arguments idéalistes. Nous nous sommes attachés à résumer le plus simplement possible la théorie de Berkeley, parce que c'est lui qui, le plus franchement, a exposé ce qu'est l'idéalisme philosophique. Mais il est certain que pour bien comprendre ces raisonnements, qui sont nouveaux pour nous, il est maintenant indispensable de les prendre très au sérieux et de faire un effort intellectuel. Pourquoi ? Parce que nous verrons par la suite que, si l'idéalisme se présente d'une façon plus cachée et sous couvert de mots et d'expressions nouvelles, toutes les philosophies idéalistes ne font que reprendre les arguments du vieux Berkeley. Parce que nous verrons aussi combien la philosophie idéaliste qui a dominé et qui domine encore l'histoire officielle de la philosophie, apportant avec elle une méthode de pensée dont nous sommes imprégnés, a su pénétrer en nous malgré une éducation entièrement laïque. La base des arguments de toutes les philosophies idéalistes se trouvant dans les raisonnements de l'évêque Berkeley, nous allons donc, pour résumer ce chapitre, essayer de dégager quels sont ses principaux arguments et ce qu'il tente de nous démontrer. Petit 1. L'esprit crée la matière. C'est là, nous le savons, la réponse idéaliste à la question fondamentale de la philosophie. C'est la première forme de l'idéalisme qui se reflète dans les différentes religions où l'on affirme que l'esprit a créé le monde. Cette affirmation peut avoir deux sens. Ou bien Dieu a créé le monde et celui-ci existe réellement en dehors de nous, c'est l'idéalisme ordinaire des théologies, ou bien Dieu a créé l'illusion du monde en nous donnant des idées qui ne correspondent à aucune réalité matérielle, c'est l'idéalisme immatérialiste de Berkeley, qui veut nous prouver que l'esprit est la seule réalité, la matière étant un produit fabriqué par notre esprit. C'est pourquoi les idéalistes affirment que, petit 2, le monde n'existe pas en dehors de notre pensée. C'est ce que Berkeley veut nous démontrer en affirmant que nous faisons une erreur en attribuant aux choses des propriétés et des qualités qui leur seraient propres alors que celles-ci n'existent que dans notre esprit. Pour les idéalistes, les bancs et les tables existent bien, mais seulement dans notre pensée et non pas en dehors de nous, car, petit 3, ce sont nos idées qui créent les choses. Autrement dit, les choses sont le reflet de notre pensée. En effet, puisque c'est l'esprit qui crée l'illusion de la matière, puisque c'est l'esprit qui donne à notre pensée l'idée de la matière, puisque les sensations que nous éprouvons devant les choses ne proviennent pas des choses elles-mêmes, mais seulement de notre pensée, la source de la réalité du monde et des choses est notre pensée, et par conséquent, tout ce qui nous entoure n'existe pas en dehors de notre esprit et ne peut être que le reflet de notre pensée. Mais comme, pour Berkeley, notre esprit sera incapable de créer par lui seul ses idées, et que, par ailleurs, il n'en fait pas ce qu'il veut, il faut admettre que c'est un autre esprit plus puissant qui en est le créateur. C'est donc Dieu qui crée notre esprit et nous impose toutes les idées du monde que nous y rencontrons. Voilà les principales thèses sur lesquelles reposent les doctrines idéalistes et les réponses qu'elles apportent à la question fondamentale de la philosophie. Il est temps de voir maintenant quelle est la réponse de la philosophie matérialiste à cette question et aux problèmes soulevés par ces thèses. Chapitre 3. Le matérialisme.
Grand 1. Pourquoi devons-nous étudier le matérialisme ? Nous avons vu qu'à ce problème, quels sont les rapports entre l'être et la pensée, il ne peut y avoir que deux réponses opposées et contradictoires. Nous avons étudié dans le chapitre précédent la réponse idéaliste et les arguments présentés pour défendre la philosophie idéaliste. Il nous faut maintenant examiner la deuxième réponse à ce problème fondamental, problème, répétons-le, qui se trouve à la base de toute philosophie, et nous devons voir quels sont les arguments que le matérialisme apporte à la défense. D'autant plus que le matérialisme est pour nous une philosophie très importante, puisqu'elle est celle du marxisme. Il est donc par conséquent indispensable de bien connaître le matérialisme, indispensable surtout parce que les conceptions de cette philosophie sont très mal connues et qu'elles ont été falsifiées. Indispensable aussi parce que par notre éducation, par l'instruction que nous avons reçue, qu'elle soit primaire ou plus développée, par nos habitudes de vivre et de raisonner, nous sommes tous, plus ou moins, sans nous en rendre compte, imprégnés de conceptions idéalistes. Nous verrons d'ailleurs dans d'autres chapitres plusieurs exemples de cette affirmation et pourquoi il en est ainsi. C'est donc une nécessité absolue pour ceux qui veulent étudier le marxisme d'en connaître la base, le matérialisme. Grand 2. D'où vient le matérialisme ? Nous avons défini d'une façon générale la philosophie comme un effort pour expliquer le monde, l'univers. Mais nous savons que, suivant l'état des connaissances humaines, ces explications ont changé et que deux attitudes au cours de l'histoire de l'humanité ont été adoptées pour expliquer le monde. L'une antiscientifique, faisant appel à un ou à des esprits supérieurs, à des forces surnaturelles, l'autre scientifique, se fondant sur des faits et des expériences. L'une de ces conceptions est défendue par les philosophes idéalistes, l'autre par les matérialistes. C'est pourquoi dès le début de ce livre, nous avons dit que la première idée que l'on devait se faire du matérialisme, c'est que cette philosophie représente l'explication scientifique de l'univers. Si l'idéalisme est né de l'ignorance des hommes, et nous verrons comment l'ignorance fut maintenue, entretenue dans l'histoire des sociétés par des forces culturelles et politiques qui partageaient des conceptions idéalistes, le matérialisme est né de la lutte des sciences contre l'ignorance ou obscurantisme. C'est pourquoi cette philosophie fut tant combattue, et c'est pourquoi, sous sa forme moderne, le matérialisme dialectique, elle est peu connue, sinon ignorée ou méconnue, du monde universitaire officiel. Grand 3. Comment et pourquoi le matérialisme a évolué ? Contrairement à ce que prétendent ceux qui combattent cette philosophie et qui disent que cette doctrine n'a pas évolué depuis 20 siècles, l'histoire du matérialisme nous montre en cette philosophie quelque chose de vivant et de toujours en mouvement. Au cours des siècles, les connaissances scientifiques des hommes ont progressé. Au début de l'histoire de la pensée, dans l'Antiquité grecque, les connaissances scientifiques étaient presque nulles et les premiers savants étaient, en même temps, des philosophes. Parce qu'à cette époque, la philosophie et les sciences naissantes formaient un tout, l'une étant le prolongement des autres. Par la suite, les sciences apportant des précisions dans l'explication des phénomènes du monde, précisions qui gênaient et étaient même en contradiction avec les dogmes des philosophies idéalistes, un conflit naquit entre la philosophie et les sciences. Les sciences étant en contradiction avec la philosophie officielle de cette époque, il était devenu nécessaire qu'elles s'en séparent. Aussi, comme le dit René Maublanc, elles n'ont rien de plus pressé que de se dégager du fratras philosophique et de laisser aux philosophes les vastes hypothèses pour prendre contact avec des problèmes restreints, ceux qui sont mûrs pour une solution prochaine. Alors se fait cette distinction entre les sciences et la philosophie. Mais le matérialisme, né avec les sciences, lié à elles et dépendant d'elles, a progressé, évolué avec elles. Pour arriver, avec le matérialisme moderne, celui de Marx et Engels, à réunir, de nouveau, la science et la philosophie dans le matérialisme dialectique. Nous étudierons plus loin cette histoire et cette évolution qui sont attachées au progrès de la civilisation, mais nous constatons déjà, et c'est ce qu'il est très important de retenir, que le matérialisme et les sciences sont liés l'un à l'autre et que le matérialisme est absolument dépendant de la science. Il nous reste à établir et à définir les bases du matérialisme, bases communes à toutes les philosophies qui, sous des aspects différents, se réclament du matérialisme. Grand 4. Quels sont les principes et les arguments des matérialistes ? Pour répondre, il nous faut revenir à la question fondamentale de la philosophie, celle des rapports entre l'être et la pensée. Lequel de l'un ou de l'autre est le principal ? Les matérialistes affirment d'abord qu'il y a un rapport déterminé entre l'être et la pensée, entre la matière et l'esprit. Pour eux, c'est l'être, la matière, qui est la réalité première, la chose première, et l'esprit qui est la réalité seconde, postérieure, dépendant de la matière. Donc, pour les matérialistes, ce n'est pas l'esprit ou Dieu qui ont créé le monde et la matière, mais c'est le monde, la matière et nature qui ont créé l'esprit. C'est pourquoi si nous reprenons la question que nous avons posée dans le deuxième chapitre, d'où vient que l'homme pense, les matérialistes répondent que l'homme pense parce qu'il a un cerveau et que la pensée est le produit du cerveau. Pour eux, il ne peut y avoir de pensée sans matière, sans corps. Par conséquent, pour les matérialistes, la matière, l'être sont quelque chose de réel, existant en dehors de notre pensée, et n'ont pas besoin de la pensée ou de l'esprit pour exister. De même, l'esprit ne pouvant exister sans matière, il n'y a pas d'âme immortelle et indépendante du corps. Contrairement à ce que disent les idéalistes, les choses qui nous entourent existent indépendamment de nous. Ce sont elles qui nous donnent nos pensées, et nos idées ne sont que le reflet des choses dans notre cerveau. C'est pourquoi, devant le deuxième aspect de la question des rapports de l'être et de la pensée, quelle relation y a-t-il entre nos idées sur le monde environnant et ce monde lui-même ?
Notre pensée est-elle en état de connaître le monde réel? Pouvons-nous, dans nos conceptions du monde réel, reproduire une image fidèle de la réalité? Cette question est appelée en langage philosophique la question de l'identité de la pensée et de l'être. Les matérialistes affirment oui, nous pouvons connaître le monde et les idées que nous nous faisons de ce monde sont de plus en plus justes puisque nous pouvons l'étudier à l'aide des sciences, que celles-ci nous prouvent continuellement par l'expérience que les choses qui nous entourent ont bien une réalité qui leur est propre, indépendante de nous, et que ces choses les hommes peuvent déjà en partie les reproduire, les créer artificiellement. Pour nous résumer, nous dirons donc que les matérialistes, devant le problème fondamental de la philosophie, affirment premièrement que c'est la matière qui produit l'esprit et que scientifiquement on n'a jamais vu d'esprit sans matière. Deuxièmement, que la matière existe en dehors de tout esprit, et qu'elle n'a pas besoin de l'esprit pour exister, ayant une existence qui lui est particulière, et que, par conséquent, contrairement à ce que disent les idéalistes, ce ne sont pas nos idées qui créent les choses, mais, au contraire, ce sont les choses qui nous donnent nos idées. Enfin, que nous sommes capables de connaître le monde, que les idées que nous faisons de la matière et du monde sont de plus en plus justes, puisque, à l'aide des sciences, nous pouvons préciser ce que nous connaissons déjà, et découvrir ce que nous ignorons. Chapitre 4. Qui a raison? L'idéaliste ou le matérialiste? Grand 1. Comment nous devons poser le problème? Maintenant que nous connaissons les thèses des idéalistes et des matérialistes, nous allons essayer de savoir qui a raison. Rappelons qu'il nous faut tout d'abord constater d'une part que ces thèses sont absolument opposées et contradictoires. D'autre part, qu'aussitôt que l'on défend l'une ou l'autre théorie, celles-ci nous entraînent à des conclusions qui, par leurs conséquences, sont très importantes. Pour savoir qui a raison, nous devons nous reporter aux 3 points par lesquels nous avons résumé chaque argumentation. Les idéalistes affirment que c'est l'esprit qui crée la matière, que la matière n'existe pas en dehors de notre pensée, qu'elle n'est donc pour nous qu'une illusion, et que ce sont nos idées qui créent les choses. Les matérialistes, eux, affirment exactement le contraire. Pour faciliter notre travail, il faut d'abord étudier ce qui tombe sous le sens commun, et ce qui nous étonne le plus. D'abord, est-il vrai que le monde n'existe que de notre pensée? Ensuite, est-il vrai que ce sont nos idées qui créent les choses? Voilà 2 arguments défendus par l'idéalisme immatérialiste de Berkeley, dont les conclusions aboutissent, comme dans toutes les théologies, à notre 3e question. Est-il vrai que l'esprit crée la matière? Ce sont là des questions très importantes puisqu'elles se rapportent au problème fondamental de la philosophie. C'est par conséquent en les discutant que nous allons savoir qui a raison, et elles sont particulièrement intéressantes pour les matérialistes en ce sens que les réponses matérialistes à ces questions sont communes à toutes les philosophies matérialistes, et, par conséquent, au matérialisme dialectique. Grand 2. Est-il vrai que le monde n'existe que dans notre pensée? Avant d'étudier cette question, il nous faut situer 2 termes philosophiques dont nous sommes appelés à nous servir et que nous rencontrerons souvent dans nos lectures. Réalité subjective, qui veut dire réalité qui existe seulement dans notre pensée, réalité objective, réalité qui existe au-delà de notre pensée. Les idéalistes disent que le monde n'est pas une réalité objective mais subjective. Les matérialistes disent que le monde est une réalité objective. Pour nous démontrer que le monde et les choses n'existent que dans notre pensée, l'évêque Berkeley les décompose en leurs propriétés, couleur, grandeur, densité. Il nous démontre que ces propriétés, qui varient suivant les individus, ne sont pas dans les choses elles-mêmes, mais dans l'esprit de chacun de nous. Il en déduit que la matière est un ensemble de propriétés non objectives, mais subjectives, et que, par conséquent, elle n'existe pas. Si nous reprenons l'exemple du soleil, Berkeley nous demande si nous croyons à la réalité objective du disque rouge. Et il nous démontre avec sa méthode de discussion des propriétés que le soleil n'est pas rouge et n'est pas un disque. Donc, le soleil n'est pas une réalité objective, car il n'existe pas par lui-même, mais il est une simple réalité subjective, puisqu'il n'existe que dans notre pensée. Les matérialistes affirment que le soleil existe quand même, non parce que nous le voyons comme un disque plat et rouge, car cela c'est du réalisme naïf, celui des enfants et des premiers hommes qui n'avaient que leur sens pour contrôler la réalité, mais ils affirment que le soleil existe en invoquant la science. Celle-ci nous permet, en effet, rectifier les erreurs que nos sens nous font commettre. Mais nous devons dans cet exemple du soleil poser clairement le problème. Avec Berkeley, nous dirons que le soleil n'est pas un disque et qu'il n'est pas rouge. Mais nous n'acceptons pas ces conclusions, la négation du soleil comme réalité objective. Nous ne discutons pas pour savoir si nos sens nous trompent et déforment la réalité matérielle, mais si cette réalité existe en dehors de nos sens. Eh bien, les matérialistes affirment l'existence de cette réalité en dehors de nous et ils fournissent des arguments qui sont la science elle-même. Que font les idéalistes pour nous démontrer qu'ils ont raison? Ils discutent sur les mots, font de grands discours, écrivent de nombreuses pages. Supposons un instant qu'ils aient raison. Si le monde n'existe que dans notre pensée, le monde n'a donc pas existé avant les hommes. Nous savons que cela est faux, puisque la science nous démontre que l'homme est apparu très tard sur la Terre. Certains idéalistes nous diront alors qu'avant l'humanité, il y avait les animaux et que la pensée pouvait les habiter. Mais nous savons qu'avant les animaux, il existait une Terre inhabitable sur laquelle aucune vie organique n'était possible. D'autres encore nous diront que même si seul le système solaire existait et que l'homme n'existait pas, la pensée, l'esprit existait en Dieu.
C'est ainsi que nous arrivons à la forme suprême de l'idéalisme. Il nous faut choisir entre Dieu et la science. L'idéalisme ne peut se soutenir sans Dieu, et Dieu ne peut exister sans l'idéalisme. Voilà donc exactement comment se posait le problème de l'idéalisme et du matérialisme. Qui a raison, Dieu ou la science ? Dieu, c'est un pur esprit créateur de la matière, une affirmation sans preuve. La science va nous démontrer par la pratique et l'expérience que le monde est une réalité objective et va nous permettre de répondre à la question « Grand 3, est-il vrai que ce sont nos idées qui créent les choses ?» Prenons par exemple un autobus qui passe au moment où nous traversons la rue en compagnie d'un idéaliste avec qui nous discutons pour savoir si les choses ont une réalité objective ou subjective, et s'il est vrai que ce sont nos idées qui créent les choses. Il est bien certain que si nous ne voulons pas être écrasés, nous ferons bien attention. Donc, dans la pratique, l'idéaliste est obligé de reconnaître l'existence de l'autobus. Pour lui, pratiquement, il n'y a pas de différence entre un autobus objectif et un autobus subjectif. Et cela est tellement juste que la pratique fournit la preuve que les idéalistes, dans la vie, sont matérialistes. Nous pourrons, sur ce sujet, citer de nombreux exemples où nous verrions que les philosophes idéalistes et ceux qui soutiennent cette philosophie ne dédaignent pas certaines bassesses objectives pour obtenir ce qui, pour eux, n'est que réalité subjective. C'est d'ailleurs pourquoi on ne voit plus personne affirmer comme Berkeley que le monde n'existe pas. Les arguments sont beaucoup plus subtils et plus cachés. C'est donc, suivant le mot de Lénine, le critérium de la pratique qui nous permettra de confondre les idéalistes. Ceux-ci d'ailleurs ne manqueront pas de dire que la théorie et la pratique ce n'est pas pareil et que ce sont deux choses tout à fait différentes. Ce n'est pas vrai. Si une conception est juste ou fausse, c'est la pratique seule qui par l'expérience nous le démontrera. L'exemple de l'autobus montre que le monde a donc une réalité objective et n'est pas une illusion créée par notre esprit. Il nous reste à voir maintenant, étant donné que la théorie de l'immatérialisme de Berkeley ne peut se soutenir devant les sciences ni résister au critérium de la pratique, si, comme l'affirment toutes les conclusions des philosophes idéalistes, des religions et des théologies, l'esprit crée la matière. Grand 4, est-il vrai que l'esprit crée la matière ? Ainsi que nous l'avons vu plus haut, l'esprit pour les idéalistes a sa forme suprême en Dieu. Il est la réponse finale, la conclusion de leur théorie. Et c'est pourquoi le problème esprit-matière se pose en dernière analyse de savoir qui, de l'idéaliste ou du matérialiste, a raison sous la forme du problème, Dieu ou la science. Les idéalistes affirment que Dieu a existé de toute éternité et que, n'ayant subi aucun changement, il est toujours le même. Il est l'esprit pur pour qui le temps et l'espace n'existent pas, il est le créateur de la matière. Pour soutenir leur affirmation de Dieu, là encore les idéalistes ne présentent aucun argument. Pour défendre le créateur de la matière, ils ont recours à un tas de mystères qu'un esprit scientifique ne peut pas accepter. Quand on remonte aux origines de la science et que l'on voit que c'est au cœur et en raison de leur grande ignorance que les hommes primitifs ont forgé dans leur esprit l'idée de Dieu, on constate que les idéalistes du XXe siècle continuent, comme les premiers hommes, à ignorer tout ce qu'un travail patient et persévérant a permis de connaître. Car, en fin de compte, Dieu pour les idéalistes ne peut pas s'expliquer, et il reste pour eux une croyance sans aucune preuve. Lorsque les idéalistes veulent nous prouver la nécessité d'une création du monde en disant que la matière n'a pas pu toujours exister, qu'il a bien fallu qu'elle ait une naissance, ils recourent à un Dieu, qui lui, n'a jamais eu de commencement. En quoi cette explication est-elle plus claire ? Pour soutenir leurs arguments, les matérialistes, au contraire, se serviront de la science que les hommes ont développée au fur et à mesure qu'ils faisaient reculer les bornes de leur ignorance. Or, la science nous permet-elle de penser que l'esprit ait créé la matière ? Non. L'idée d'une création par un esprit pur est incompréhensible car nous ne connaissons rien de tel dans l'expérience. Pour que cela fût possible, il aurait fallu, comme le disent les idéalistes, que l'esprit existât seul avant la matière. Tandis que la science nous démontre que cela n'est pas possible et que jamais il n'y a eu d'esprit sans matière. Au contraire, l'esprit est toujours lié à la matière et nous constatons plus particulièrement que l'esprit de l'homme est lié au cerveau, qui est la source de nos idées et de notre pensée. La science ne nous permet pas de concevoir que les idées existent dans le vide. Il faudrait donc que l'esprit Dieu, pour qu'il puisse exister, ait un cerveau. C'est pourquoi nous pouvons dire que ce n'est pas Dieu qui a créé la matière, donc l'homme, mais que c'est la matière sous la forme du cerveau humain qui a créé l'esprit Dieu. Nous verrons plus loin si la science nous donne la possibilité de croire en un Dieu ou en quelque chose sur quoi le temps serait sans effet, et pour qui l'espace, le mouvement et le changement n'existeraient pas. D'ores et déjà, nous pouvons conclure dans leur réponse au problème fondamental de la philosophie, grand 5, les matérialistes ont raison et la science prouve leur affirmation. Les matérialistes ont raison d'affirmer, premièrement, contre l'idéalisme de Berkeley et contre les philosophies qui se cachent derrière son immatérialisme, que le monde et les choses, d'une part, existent bien en dehors de notre pensée, et qu'ils n'ont pas besoin de notre pensée pour exister, d'autre part que ce ne sont pas nos idées qui créent les choses, mais que, au contraire, ce sont les choses qui nous donnent nos idées. Deuxièmement, contre toutes les philosophies idéalistes parce que leurs conclusions aboutissent à affirmer la création de la matière par l'esprit, c'est-à-dire en dernière instance à affirmer l'existence de Dieu et à soutenir les théologies, les matérialistes s'appuyant sur les sciences affirment et prouvent que c'est la matière qui crée l'esprit et qu'ils n'ont pas besoin de l'hypothèse de Dieu pour expliquer la création de la matière.
Remarque, nous devons faire attention à la façon dont les idéalistes posent les problèmes. Ils affirment que Dieu a créé l'homme quand nous avons vu que c'est l'homme qui a créé Dieu. Ils affirment aussi d'autre part que c'est l'esprit qui a créé la matière quand nous voyons que c'est en vérité exactement le contraire. Il y a là une manière de renverser les perspectives que nous devions signaler. Chapitre 5. Y a-t-il une troisième philosophie, l'agnosticisme? Grand 1. Pourquoi une troisième philosophie? Il peut nous sembler, après ces premiers chapitres, que, somme toute, il doit être assez facile de nous reconnaître au milieu de tous les raisonnements philosophiques, puisque seuls deux grands courants se partagent toutes les théories, l'idéalisme et le matérialisme, et que, de plus, les arguments qui militent en faveur du matérialisme emportent la conviction de façon définitive. Il apparaît donc qu'après quelques examens, nous ayons retrouvé le chemin qui mène vers la philosophie de la raison, le matérialisme. Mais les choses ne sont pas aussi simples. Ainsi que nous l'avons déjà signalé, les idéalistes modernes n'ont pas la franchise de l'évêque Berkeley. Ils présentent leurs idées avec beaucoup plus d'artifice, sous une forme obscurcie par l'emploi d'une terminologie nouvelle, destinée à les faire prendre par des gens naïfs pour la philosophie la plus moderne. Nous avons vu qu'à la question fondamentale de la philosophie, on peut donner deux réponses qui sont totalement opposées, contradictoires et inconciliables. Ces deux réponses sont très nettes et ne permettent aucune confusion. Et, en effet, jusqu'en 1710 environ, le problème était posé ainsi. D'un côté, ceux qui affirmaient l'existence de la matière en dehors de notre pensée, c'étaient les matérialistes. De l'autre, ceux qui, avec Berkeley, niaient l'existence de la matière et prétendaient que celle-ci n'existe qu'en nous, dans notre esprit. C'étaient des idéalistes. Mais à cette époque, les sciences progressant, d'autres philosophes sont alors intervenus, qui essayèrent de départager les idéalistes et les matérialistes en créant un courant philosophique qui jeta la confusion entre les deux théories, et cette confusion a sa source dans la recherche d'une troisième philosophie. Grand 2, argumentation de cette troisième philosophie. La base de cette philosophie qui fut élaborée après Berkeley, c'est qu'il est inutile de chercher à connaître la nature réelle des choses et que nous ne connaîtrons jamais que les apparences. C'est pourquoi on appelle cette philosophie l'agnosticisme, du grec a, négation, et gnostikos, capable de connaître, donc incapable de connaître. D'après les agnostiques, on ne peut pas savoir si le monde est, au fond, esprit ou nature. Il nous est possible de connaître l'apparence des choses, mais nous ne pouvons pas en connaître la réalité. Reprenons l'exemple du soleil. Nous avons vu qu'il n'est pas, comme le pensaient les premiers hommes, un disque plat et rouge. Ce disque n'était donc qu'une illusion, une apparence. L'apparence, c'est l'idée superficielle que nous avons des choses. Ce n'est pas leur réalité. C'est pourquoi, considérant que les idéalistes et les matérialistes se disputent pour savoir si les choses sont matière ou esprit, si ces choses existent ou non en dehors de notre pensée, s'il nous est possible ou non de les connaître, les agnostiques disent que l'on peut bien connaître l'apparence, mais jamais la réalité. Nos sens, disent-ils, nous permettent de voir et de sentir les choses, d'en connaître les aspects extérieurs, les apparences. Ces apparences existent donc pour nous, elles constituent ce qu'on appelle en langage philosophique la chose pour nous. Mais nous ne pouvons pas connaître la chose indépendante de nous avec sa réalité qui lui est propre, ce qu'on appelle la chose en soi. Les idéalistes et les matérialistes qui discutent continuellement sur ces sujets sont comparables à deux hommes qui auraient l'un des lunettes bleues, l'autre des lunettes rosées, se promèneraient dans la neige et se disputeraient pour savoir quelle en est la couleur véritable. Supposons que jamais ils ne puissent retirer leurs lunettes. Pourront-ils un jour connaître la véritable couleur de la neige? Non. Eh bien, les idéalistes et les matérialistes qui se disputent pour savoir qui, de l'un ou de l'autre, a raison, portent des lunettes bleues et rosées. Jamais ils ne connaîtront la réalité. Ils auront une connaissance de la neige pour eux, chacun les verra à sa façon, mais jamais ils ne connaîtront la neige en elle-même. En tout cas, c'est comme ça que raisonnent les agnostiques. Grand 3, d'où vient cette philosophie? Les fondateurs de cette philosophie sont Hume, qui était écossais, et Kant, un allemand. Tous les deux ont essayé de concilier l'idéalisme et le matérialisme. Voici un passage des raisonnements de Hume, cité par Lénine dans son livre Matérialisme et empiriocriticisme. On peut considérer comme évident que les hommes sont enclins, par leur instinct naturel, à se fier à leur sens et que, sans le moindre raisonnement, nous supposons toujours l'existence d'un univers extérieur qui ne dépend pas de notre perception et qui existerait si même nous étions anéantis avec tous les êtres doués de sensibilité. Mais cette opinion primordiale et universelle est promptement ébranlée par la philosophie la plus superficielle qui nous enseigne que rien d'autre que l'image ou la perception ne sera jamais accessible à notre esprit et que les sensations ne sont que des canaux suivis par ces images et ne sont pas en état d'établir elles-mêmes un rapport direct quel qu'il soit entre l'esprit et l'objet. La table que nous voyons paraît plus petite quand nous nous éloignons, mais la table réelle, qui existe indépendamment de nous, ne change pas, notre esprit n'a donc pas perçu autre chose que l'image de la table, telles sont les indications évidentes de la raison. Nous voyons que Hume admet tout d'abord ce qui tombe sous le sens commun, l'existence d'un univers extérieur qui ne dépend pas de nous. Mais aussitôt il se refuse à admettre cette existence comme étant une réalité objective. Pour lui, cette existence n'est rien d'autre qu'une image, et nos sens qui constatent cette existence, cette image, sont incapables d'établir un rapport quel qu'il soit entre l'esprit et l'objet. En un mot,
Nous vivons au milieu des choses comme au cinéma, et nous constatons sur l'écran l'image des objets, leur existence, mais où derrière eux les images elles-mêmes, c'est-à-dire derrière l'écran, il n'y a rien. Maintenant, si l'on veut savoir comment notre esprit a connaissance des objets, cela peut être dû à l'énergie de notre intelligence même ou à l'action de quelque esprit invisible et inconnu, ou bien encore à quelque cause moins connue encore. Grand 4, ses conséquences. Voilà une théorie séduisante qui d'ailleurs est très répandue. Nous la retrouvons sous différents aspects au cours de l'histoire parmi les théories philosophiques et, de nos jours, chez tous ceux qui prétendent rester neutres et se maintenir dans une réserve scientifique. Il nous faut donc examiner si ces raisonnements sont justes et quelles conséquences en découlent. S'il nous est vraiment impossible, comme l'affirment les agnostiques, de connaître la nature véritable des choses et si notre connaissance se limite à leur apparence, nous ne pouvons donc pas affirmer l'existence de la réalité objective et nous ne pouvons pas savoir si les choses existent par elles-mêmes. Pour nous, par exemple, l'autobus est une réalité objective. L'agnostique, lui, nous dit que ce n'est pas certain, qu'on ne peut pas savoir si cet autobus est une pensée ou une réalité. Il nous interdit donc de soutenir que notre pensée est le reflet des choses. Nous voyons que nous sommes là en plein raisonnement idéaliste, car entre affirmer que les choses n'existent pas ou bien simplement qu'on ne peut pas savoir si elles existent, la différence n'est pas grande. Nous avons vu que l'agnostique distingue les choses pour nous et les choses en soi. L'étude des choses pour nous est donc possible, c'est la science, mais l'étude des choses en soi est impossible car nous ne pouvons pas connaître ce qui existe en dehors de nous. Le résultat de ce raisonnement est le suivant. L'agnostique accepte la science et, comme on ne peut faire de la science qu'à condition d'expulser de la nature toute force surnaturelle devant la science, il est matérialiste. Mais il s'empresse d'ajouter que, la science ne nous donnant que des apparences, rien ne prouve par ailleurs qu'il n'y ait pas dans la réalité autre chose que la matière, ou bien même qu'il existe de la matière ou que Dieu n'existe pas. La raison humaine ne peut rien en savoir et n'a donc pas à s'en mêler. S'il y a d'autres moyens de connaître les choses en soi, comme la foi religieuse, l'agnostique ne veut pas le savoir non plus et ne se reconnaît pas le droit d'en discuter. L'agnostique est donc, quant à la conduite de la vie et la construction de la science, un matérialiste. Mais c'est un matérialiste qui n'ose pas affirmer son matérialisme et qui cherche avant tout à ne pas s'attirer des difficultés avec les idéalistes, à ne pas entrer en conflit avec les religions. C'est un matérialiste honteux. La conséquence, c'est qu'en doutant de la valeur profonde de la science, en ne voyant en elle qu'apparence, cette troisième philosophie nous propose de n'attribuer aucune vérité à la science et de considérer comme parfaitement inutile de chercher à savoir quelque chose, d'essayer de contribuer au progrès. Les agnostiques disent « Autrefois les hommes voyaient le soleil comme un disque plat et croyaient que telle était la réalité, ils se trompaient. Aujourd'hui la science nous dit que le soleil n'est pas tel que nous le voyons et elle prétend tout expliquer. Nous savons pourtant qu'elle se trompe souvent, détruisant un jour ce qu'elle a construit la veille. Erreur hier, vérité aujourd'hui, mais erreur demain. Ainsi soutiennent les agnostiques, nous ne pouvons pas savoir, la raison ne nous apporte aucune certitude. Et si d'autres moyens que la raison, comme la foi religieuse, prétendent nous donner des certitudes absolues, ce n'est même pas la science qui peut nous empêcher d'y croire. En diminuant la confiance en la science, l'agnosticisme prépare ainsi le retour des religions. Grand 5. Comment réfuter cette troisième philosophie ? Nous avons vu que, pour prouver leurs affirmations, les matérialistes se servent non seulement de la science, mais aussi de l'expérience qui permet de contrôler les sciences. Grâce au critérium de la pratique, on peut savoir, on peut connaître les choses. Les agnostiques nous disent qu'il est impossible d'affirmer que le monde extérieur existe ou n'existe pas. Or, par la pratique, nous savons que le monde et les choses existent, nous savons que les idées que nous nous faisons des choses sont fondées, que les rapports que nous avons établis entre les choses et nous sont réels. Du moment que nous employons ces objets à notre propre usage d'après les qualités que nous percevons en eux, nous soumettons à une épreuve infaillible l'exactitude ou l'inexactitude de nos perceptions sensorielles. Si ces perceptions sont fausses, l'usage de l'objet qu'elles nous ont suggéré est faux. Par conséquent, notre tentative doit échouer. Mais si nous réussissons à atteindre notre but, si nous constatons que l'objet correspond à la représentation que nous en avons, qu'il donne ce que nous attendions de son usage, c'est la preuve positive que, dans le cadre de ses limites, nos perceptions de l'objet et de ses qualités concordent avec la réalité en dehors de nous. Et si par contre nous échouons, nous ne sommes généralement pas longs à découvrir la cause de notre insuccès. Nous trouvons que la perception qui a servi de base à notre tentative, ou bien était par elle-même incomplète ou superficielle, ou bien avait été rattachée d'une façon que ne justifiait pas la réalité aux données d'autres perceptions. C'est ce que nous appelons un raisonnement défectueux. Aussi souvent que nous aurons pris le soin d'éduquer et d'utiliser correctement nos sens, et de refermer notre action dans les limites prescrites par nos perceptions correctement obtenues et correctement utilisées, aussi souvent nous trouverons que le résultat de notre action démontre la conformité de nos perceptions avec la nature objective des objets perçus. Jusqu'ici, il n'y a pas un seul exemple que les perceptions de nos sens, scientifiquement contrôlées, aient engendré dans notre cerveau des représentations du monde extérieur qui soient, par leur nature même, en désaccord avec la réalité, ou qu'il y ait incompatibilité immanente entre le monde extérieur et les perceptions sensibles que nous en avons.
Reprenons la phrase d'Engels, nous dirons « La preuve du pudding, c'est qu'on le mange », proverbe anglais. S'il n'existait pas, et s'il n'était qu'une idée, après l'avoir mangé, notre faim ne serait nullement apaisée. Ainsi, il nous est parfaitement possible de connaître les choses, de voir si nos idées correspondent à la réalité. Il nous est possible de contrôler les données de la science par l'expérience et l'industrie qui traduisent en application pratique les résultats théoriques des sciences. Si nous pouvons faire du caoutchouc synthétique, c'est que la science connaît la chose en soi qu'est le caoutchouc. Nous voyons donc qu'il n'est pas inutile de chercher à savoir qui a raison, puisqu'au travers des erreurs théoriques que la science peut commettre, l'expérience nous donne chaque fois la preuve que c'est bien la science qui a raison. Grand 6, conclusion. Depuis le XVIIIe siècle, chez les différents penseurs qui ont fait des emprunts plus ou moins grands à l'agnosticisme, nous voyons que cette philosophie est tiraillée tantôt par l'idéalisme, tantôt par le matérialisme. Sous couvert de mots nouveaux, comme dit Lénine, prétendant même se servir des sciences pour étayer leur raisonnement, ils ne font que créer la confusion entre les deux théories, permettant ainsi à certains d'avoir une philosophie commode, qui leur donne la possibilité de déclarer qu'ils ne sont pas idéalistes parce qu'ils se servent de la science, mais qu'ils ne sont pas non plus matérialistes parce qu'ils n'osent pas aller jusqu'au bout de leurs arguments, parce qu'ils ne sont pas conséquents. Qu'est-ce que l'agnosticisme, dit Engels? Sinon un matérialisme honteux. La conception de la nature qu'a l'agnostique est entièrement matérialiste. Le monde naturel tout entier est gouverné par des lois et n'admet pas l'intervention d'une action extérieure. Mais il ajoute par précaution, nous ne possédons pas le moyen d'affirmer ou d'infirmer l'existence d'un être suprême quelconque au-delà de l'univers connu. Cette philosophie fait le jeu de l'idéalisme, et, en fin de compte, parce qu'ils sont inconséquents dans leur raisonnement, les agnostiques aboutissent à l'idéalisme. Grattez l'agnostique, dit Lénine, vous trouverez l'idéaliste. Nous avons vu que l'on peut savoir qui a raison du matérialisme ou de l'idéalisme. Nous voyons maintenant que les théories qui prétendent concilier ces deux philosophies ne peuvent, en fait, que soutenir l'idéalisme, qu'elles n'apportent pas une troisième réponse à la question fondamentale de la philosophie, et que, par conséquent, il n'y a pas de troisième philosophie. Merci d'avoir écouté sans doute attentivement cette première partie de Principes élémentaires de philosophie par Georges Politzer. Vous trouverez en description les questions de contrôle posées par Politzer à ses élèves. Vous pouvez choisir d'y répondre en commentaire et d'en discuter avec quelqu'un qui choisirait de le faire également. Comme je le répète à longueur de temps sur ma chaîne personnelle, mais surtout comme Politzer le souligne dès le premier chapitre de ce livre, la théorie n'est rien sans action. Pour cela, je vous recommande l'adhésion au Parti communiste français et au mouvement des jeunes communistes français, ainsi qu'à la CGT. Notre apprentissage philosophique se doit d'être relié à un apprentissage pratique et la lutte dans la rue a tout autant d'intérêt, si ce n'est plus, que l'élévation intellectuelle. Encore merci et à bientôt.